Donc, qu'est-ce que je dis dans ce livre? Bon, la première chose que je dis, c'est, et que j'ai dit dès le mois de mars, c'est que l'Ukraine ne pourrait pas gagner cette guerre. Voilà. Donc, évidemment, j'ai été immédiatement enlevé de tous les médias. J'ai passé le 4 et le 5 mars, j'ai été reçu sur LCI, où il y avait un certain nombre de consultants, dont moi, qui tous disaient il va prendre Kiev, puis après ça va être le reste de l'Europe, etc. Et puis moi, je me suis fâché. J'aurais dit, attendez, la guerre, ça ne se fait pas avec des blablas sur un plateau de TV, ça se fait avec des hommes qui souffrent, et la Russie n'a pas engagé les moyens, même pour prendre Kiev. Et alors, évidemment, virer définitivement des télévisions, et donc je suis rentré en résistance. Alors, pourquoi j'ai pu dire ça très tôt? Parce que c'est la première guerre depuis 1945 qui est faite par une puissance nucléaire, la première ou la deuxième puissance du monde, à ses frontières, parce qu'elle estime que ses intérêts vitaux sont en jeu. Et qu'est-ce que ça dit tout de suite aux Américains qui avaient connu ça dans l'autre sens à Cuba, de se dire, attendez, là, ça rigole plus. Et on sait, parce que The Economist a publié en septembre 2023, vous voyez, 20 mois plus tard, que ce que Biden a dit à son staff le jour même. Il a dit faire tout pour aider l'Ukraine, mais ça n'a jamais inquiété la Russie. Et moi, un général américain de mes amis au Pentagone m'avait dit 6 mois plus tôt, notre stratégie, we give Ukraine enough to survive, but not enough to win. Nous donnons à l'Ukraine juste ce qu'il faut pour survivre, mais pas pour vaincre. Donc, toutes les actions des États-Unis dans la période prouvent que ça a été dit. Alors, le premier exemple, c'est que dès le mois de mars, Zelensky a demandé à l'OTAN de créer une non-fly zone au-dessus de l'Ukraine. Alors, non-fly zone, c'est une zone d'interdiction aérienne. Les Américains l'avaient fait déjà en Irak, au-dessus du nord de l'Irak, l'avaient fait au moment de l'affaire du Kosovo. Et donc, ça n'a pas été répondu par le secrétaire général de l'OTAN, mais par le Pentagone directement, il n'en est pas question. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait absolument pas prendre le risque que des pilotes américains se confrontent avec des pilotes russes, et donc que ça puisse déraper vers une escalade nucléaire. Je vais prendre d'autres exemples, mais je vais revenir sur ce point-là. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, si Poutine était mis en difficulté et qu'il escaladait nucléairement, d'ailleurs ce qu'il a rappelé à plusieurs reprises chaque fois qu'on voyait que les Américains passaient un cap, c'est que les Américains savaient très bien qu'ils ne répondraient pas nucléairement. Pourquoi? Parce que l'Ukraine n'est pas un enjeu vital pour les États-Unis. Et donc, ils savent très bien que dans une crise nucléaire où on escalade un petit peu, Poutine, lui, il défend des intérêts vitaux. Donc, dans ce type d'escalade, il aura sûrement le dernier mot. Et donc, les Américains se disent, si nous, on lâche, qu'est-ce que vont penser les Européens qui ont confié toute leur sécurité sous le parapluie américain nucléaire, et ça va être un parapluie nucléaire percé. Donc, pour les Américains, il est stratégiquement important que Poutine ne nucléarise pas le conflit. Et donc, quand le S-300, vous savez, est tombé en Pologne, où il y a eu 2 morts, Zelensky s'est précipité dans les médias, l'ambassadeur ukrainien s'est précipité dans les médias français en disant c'est les Russes.
Et les Américains ont dit tout de suite, mais non, c'est un S-300 ukrainien qui n'a pas fonctionné. Quand les Américains ont donné leurs IMAR, alors les IMAR, c'est des lance-roquettes multiples, assez intelligents, qui peuvent tirer suivant ce qu'on donne à 70 ou 300 km. Ils n'ont donné que ceux qui pouvaient tirer à 70, et encore en interdisant aux Ukrainiens de tirer sur le territoire russe, y compris la Crimée. Voilà, donc quand, sous la pression, parce que ça se passait mal en Ukraine après l'échec, ou juste au moment où ça se passait mal en 2023, sous la pression des Européens, ils ont dit on va donner quelques chars Abrams. Biden s'est précipité à la télévision en disant c'est des chars défensifs. Voilà, ce qui a fait rigoler tout le monde, mais bon, si vous voulez. Voilà, donc c'est la raison numéro un. Donc, si vous voulez, cette guerre ne peut pas être gagnée. Alors, elle aurait pu être gagnée classiquement sur le territoire ukrainien sans inquiéter la Russie. Sauf qu'en septembre 2022, les 4 oblasts du Donbass, c'est-à-dire Lugansk et Donetsk, les oblasts où est Mariupol, donc Zaporijjie, et l'oblast de Kherson, ont été annexés par la Russie après un référendum, et la Douma a confirmé cette annexion. Donc, pour les Russes, et de point de vue, si vous voulez, juridique, cela fait partie du territoire russe. Et la doctrine russe, alors moi je la connais bien parce que j'étais en Russie au moment où elle a été établie et j'étais ami du général Liebed, qui était aussi un général parachutiste. Bon, alors, si vous me posez des questions, je vous dirai comment je suis devenu proche du général Liebed. Bon, quand Poutine est arrivé au pouvoir en 1999, il a lancé un débat sur la doctrine de sécurité nationale et la doctrine militaire. La doctrine de sécurité nationale a été adoptée facilement en décembre 1999. Il y a eu plus de débats sur la doctrine militaire qui a intégré le fait que si une attaque classique menaçait la sécurité de la Russie, de la Fédération, et si on n'arrivait pas à la contenir, la Russie utiliserait l'arme nucléaire. Et d'ailleurs, pendant ce débat, 2 colonels qui étaient à l'Institut des sciences militaires ont décrit les étapes pour utiliser ce qu'ils appellent des armes non stratégiques, que nous on appelait tactiques quand on en avait. Et des premières étapes, c'est on donnera une espèce d'ultime avertissement, c'est-à-dire qu'on lancera une arme dans un endroit désert où il n'y aura aucune perte, ni dommage. Alors moi, j'ai tout de suite pensé, tiens, l'île aux serpents m'apparaît un bel endroit pour faire cette... Bon, il y en a d'autres qui ont dit qu'ils reprendraient les essais nucléaires dans l'atmosphère, ce qui serait aussi une façon de montrer qu'on est prêt à nucléariser. La deuxième étape serait de mettre sur les troupes qui menacent directement, d'envoyer 1 ou 2 armes nucléaires, et après, la troisième étape, ce serait tout le champ de bataille. Alors, j'ai eu dans ma carrière à voir 5 tirs nucléaires aériens, puisque je me suis occupé de la sécurité des essais nucléaires, parce que l'armée m'a retiré des parachutistes à un moment, et comme j'avais un certificat de licence de mécanique générale, pour justement avoir des points à Saint-Cyr pour pouvoir voir les parachutistes, on m'a retiré pour m'envoyer à Orsay passer une maîtrise de physique nucléaire. Et après mon temps de commandant les paras, on m'envoyait m'occuper de la sécurité nucléaire à l'état-major de l'amiral des essais nucléaires dans le Pacifique. Et j'étais sur le De-Grasse, et quand il y avait les tirs, on était à 10 km, 6 miles, pour des tirs de l'ordre de 15 KT, à peu près 15 kilotonnes, ce qui était la bombe d'Hiroshima. Je peux vous assurer qu'à 10 km, ça décoiffe. Et donc, pour moi, au premier coup nucléaire, c'est terminé, la guerre est terminée. Il ne faut pas se faire d'illusions.
On l'a bien vu sur les Japonais qui étaient fanatisés, ça s'est arrêté. D'ailleurs, il n'aurait pas même pu lancer le second, le premier aurait suffi. Bon, mais ils ont donné le coup de sécurité, on leur a beaucoup reproché par la suite. Voilà, donc voilà le truc essentiel. Alors le deuxième, c'est que les Russes sont en train, dans le combat classique, de prendre l'avantage. Alors pourquoi? Parce que les Russes, souvent, démarrent mal les batailles, mais ils les terminent bien. Bon, ça, c'est dans l'histoire. Et cette guerre est une guerre qui a démarré comme la guerre 39-45 par des unités mécanisées qui sont allées très vite, très loin, et où les Russes ont eu beaucoup de pertes. Puis après, évidemment, ils n'avaient pas engagé assez de troupes pour à la fois tenir Kharkov et puis Kherson. Là, donc, ils se sont repliés, ils ont centralisé le commandement, et c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de pertes à ce moment-là. Mais ils se sont adaptés très rapidement. Alors, et ça a étonné. Alors, pourquoi? Parce que cette guerre, si vous voulez, ça a été une guerre d'usure, transformer une guerre d'usure, comme la guerre 14-18, on s'est mis dans des tranchées, puis etc. Et les Russes, et je reviendrai un peu plus là-dessus, ont une supériorité d'artillerie, et en plus ont une supériorité aérienne. Et vous avez vu sur ma petite vidéo que ça permet de compenser des effectifs bien inférieurs. Alors, tout le monde conteste ça sur les plateaux. Simplement, le général Cavoli, qui commande l'OTAN, quand même, c'est une référence. En avril, et ça a été publié, en avril, devant la commission du Sénat de la Défense, a dit deux choses. Il a dit « les Russes ont perdu très peu d'avions. Ils ont perdu 80 avions et il leur en reste 1000. » Voilà, donc c'était 1 an et 2 mois après le début de la guerre. Et il a dit « l'armée de terre russe, aujourd'hui, est plus forte qu'elle ne l'était il y a 14 mois. » Alors, voilà, donc ça, c'est encore des journaux américains qui l'ont sorti un peu après, surtout au moment où les Américains savaient que la contre-offensive n'allait pas fonctionner et voulaient le dire puisqu'ils étaient en train de changer de stratégie et Zelensky ne voulait pas changer de stratégie. Bon. Donc, c'est sorti. Ça, ils savent très bien pour faire sortir ça dans la presse, mais bon, c'est quand même des paroles que le commandant en chef de l'OTAN, et il avait rajouté dans ce débat, ne croyez pas les médias européens, il n'a pas dit ne disent que des conneries, mais il a dit presque ça. Voilà, donc les Russes ont eu une supériorité d'artillerie de l'ordre de 1 à 3 à 1 à 4. En gros, si vous voulez, les Ukrainiens tirent en moyenne 8000 coups de 155 par jour, et les Russes, pas loin de 20 000 sur l'ensemble du front. Alors, pour vous dire cela, ce que tirent les Ukrainiens un jour, c'est ce que notre industrie de défense produisait en 1 an. Et ce que l'industrie de défense américaine produisait en 1 mois. Donc après eux, les Américains, ils vont monter en puissance un peu, mais si vous voulez, ce n'est rien. En 2025, ils seront simplement à la moitié, c'est-à-dire à peu près 1 million d'obus de 155, ce que les Russes avaient au début de la guerre. L'industrie russe produisait 2 500 000 obus de 155 au début de la guerre. Voilà. Alors, comment les Russes sont adaptés? Au début, ils ont eu... Les pertes ont été surtout la première année parce que les Ukrainiens étaient équipés de drones, les Russes n'en avaient pas, ou très peu. Et donc,
on leur avait donné des armes intelligentes, les IMAR et les César, dont les obus ou les missiles sont guidés en phase terminale par le GPS. Alors, les Russes se sont adaptés de deux choses. Ils ont, grâce aux Iraniens, produit énormément de drones. Et aujourd'hui, le binôme, alors, pour le binôme russe, je voudrais bien vous retrouver les deux noms, il y a le Lancet et puis l'autre, je ne me souviens pas, le Lancet c'est celui qui attaque, le kamikaze, et l'autre, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Ouais. Hein? Ouais, c'est ça. Ben voilà, bravo, merci. Voilà. Ils en produisent 1 million par an. Vous vous rendez compte? Ils sont passés presque de 0 à 1 million. Et deuxièmement, pour vous dire, les Ukrainiens se font abattre 10 000 drones par mois. Vous voyez ce qu'on voit, on a changé, une guerre qui a changé d'échelle. Et ensuite, où est-ce qu'ils se sont adaptés? Ils se sont adaptés en guerre électronique. Alors, les Russes ont toujours été bons, supérieurs aux forces de l'OTAN en guerre électronique. Moi, j'en sais bien, j'ai commandé un régiment mécanisé, blindé mécanisé en Allemagne en 82-84, en la pleine crise des fusées qu'il y avait, on était en alerte permanente, et on savait que les Russes avaient une capacité de brouiller nos liaisons et de les intercepter. Et tout le monde continuait à parler tranquillement sur sa radio. Alors moi, ce que j'ai fait dans mon régiment, quand j'étais un motard, j'étais copain avec le patron de Honda, je lui ai demandé de me prêter 12... J'ai dit, je vais faire comme Napoléon. Il m'a prêté 12 motos. J'ai envoyé sur l'autojournal qui venait de se faire, j'ai dit, si vous voulez continuer à faire de la moto et faire le Paris-Dakar, venez faire votre service au 42. J'ai eu tous les champions de moto, de trial, d'enduro, tout ça, qui sont venus s'incorporer dans mon régiment. Et je les ai formés pour, de jour comme de nuit, porter de mon PC aux compagnies. Donc j'aurais mis 2 motards à chacune de mes compagnies, 2 motards à mon PC, 2 motards à mon PC de rechange, et je fonctionnais complètement sans liaison. Et dans mon test opérationnel, tout le monde a été étonné, j'ai jamais pu être brouillé par la guerre électronique. Bon, et cette guerre électronique, les Russes ont réussi à la développer très rapidement. Pourquoi? Alors, parce que les Russes ont des ingénieurs, produisent sur leur sol autant d'ingénieurs que produit l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe. Alors, les États-Unis récupèrent des ingénieurs de partout, des Indiens, etc. Mais je parle dans des ingénieurs de souche, puisque c'est un terme qu'il ne faut pas employer, je l'emploie ici, des ingénieurs de souche qui ne sont pas attirés des différents pays. Et j'en sais quelque chose parce que alors j'ai travaillé, moi, en Russie, je vous répondrai à une question, mais ce n'est pas le domaine, de février 1990 à 2003-2004. Et je suis devenu ami avec Alexander Kulitchov, qui était le patron de l'université, du département mathématique de l'université de Moscou. Et son bureau, c'était une cathédrale, c'est-à-dire en hauteur, etc. C'était une cathédrale. Et sur les murs, il y avait tous les témoignages de satisfaction des GAFSA, parce qu'il leur faisait tous les algorithmes. Donc, voilà, et c'est lui qui m'a dit, non, qui m'a montré qu'effectivement, les ingénieurs russes, les Russes continuent. Alors, il m'a même dit qu'au moment de l'URSS, les académiciens mathématiques, matheux, étaient payés plus que le secrétaire du comité central. Donc voilà, donc, il y a toujours eu en Russie ce souci de produire des ingénieurs. Bon, donc ça leur a permis de développer une guerre électronique qui est terriblement efficace, puisqu'aujourd'hui, on sait que
les IMAR guidés par GPS qui a tombé tous les coups arrivent sur leur objectif à moins de 10%. Parce qu'ils arrivent à brouiller les signaux GPS. Donc, si vous voulez, sur le plan classique, je répète, ils ont la supériorité aérienne, les Russes, ils ont la supériorité de feu, ils ont réussi à contrer toutes les armes d'intelligence que l'on avait données à l'Ukraine, et on se trouve, fin 2003, ce que les National Interest, qui est un site de la défense américaine, appellent « We are out of weapons ». Pour vous donner un exemple, et ça j'ai le chiffre exact, mais je le connais à peu près par cœur, donc je vais juste vérifier, voilà. S'il fallait, et ils le veulent, les Américains reconstituaient les stocks en Stinger. Alors le Stinger, c'est un missile de proximité solaire, portable, et en Javelin, qui est un missile anti-char très valable. Qu'ils ont donné évidemment à l'Ukraine, il faudrait 13 ans pour le premier et 5 ans actuellement en rythme de production actuelle. Et les États-Unis sont dans un système. Alors, pourquoi les États-Unis et nous, par rapport à la Russie, on est out of weapons? Parce que les États-Unis ont gardé des stocks, mais ils ont restructuré leur industrie de défense. Et aujourd'hui, ils n'ont plus que 2 entreprises, dont Raytheon, dont on parle souvent, qui produisent des moteurs de fusée. Et ils produisent aussi bien les petits moteurs de fusée pour ces missiles que les moteurs de fusée pour aller dans la Lune. Et à tel point, donc, ils sont complètement embouteillés parce que l'armée américaine veut reconstituer ses stocks. Et d'ailleurs, le budget qui a été voté après beaucoup de délicatesse en début d'année, les 61 milliards destinés à l'Ukraine, il n'y en a que 7 qui vont aller directement à l'Ukraine. Tous les autres partent pour reconstituer les stocks américains. Donc voilà. Donc, alors on pourra acheter des matériels qu'on donnera dans 1 an ou 2 ans à l'Ukraine. Donc on n'a plus rien. Alors ça c'est pour les Américains, et à tel point que l'amiral Cold, qui est le chef d'état-major de la marine américaine, appuyé par son secrétaire d'État, a fait une sortie en disant si ça continue comme ça, moi, je ne reçois plus les missiles M6, qui sont les missiles mer-mer, et je ne serai pas capable de gagner une bataille classique contre la marine chinoise. Voilà, donc tout ça, c'est sorti dans la presse anglo-saxonne, et dans mon bouquin, vous aurez la référence, le lien pour aller voir. Hein. Donc j'ai vérifié que les liens marchaient juste avant encore. Voilà. Donc, si vous voulez, ne parlons pas de l'Europe, puisque alors les Américains et les Anglais, et c'est sorti dans The Economist, on dit ça à peu près vers le mois d'octobre 2023, ils ont dit maintenant c'est à l'Union européenne de prendre la relève. Évidemment, l'affidé le plus zélé Macron a dit ah oui, on va y aller, on va y aller. Bon, mais je voudrais maintenant tracer un peu l'état des armées européennes, et notamment des 2 principales, l'armée française et l'armée allemande. Alors l'armée allemande, ils n'ont rien du tout. C'est même pas moi qui le dis, c'est la commissaire parlementaire aux armées, qui est une commissaire indépendante, qui a fait un rapport de 170 pages, qui a été publié en avril, et qui commence, l'âme de serre n'a rien du tout. Et elle donne des exemples invraisemblables, et elle dit c'est pas les 100 milliards de Scholz qu'il faudrait, mais il en faudrait 300 milliards et ça mettra 10 ans. Alors, voilà, donc il n'a rien du tout, et moi j'ai écrit un article, l'armée de serre n'a rien du tout, et l'armée française n'a qu'un peu de tout. Alors nous, on a une armée d'échantillons. Alors pourquoi on a une armée d'échantillons? Et ça va me permettre de vous faire comprendre quelle est ma position. Je suis très gaulliste dans le fond, si vous voulez. Et pourquoi? Parce que, si vous voulez, la position de Gaulle est basée sur la position géopolitique de la France. Et la France est à la fois une puissance maritime qui a 5000 km de côte, 12,5 millions
de kilomètres carrés avec les territoires et les départements d'outre-mer au même niveau, en zone économique exclusive, au même niveau que les États-Unis, et qui est en même temps une puissance continentale comme l'Allemagne et la Russie. Donc nous, à la différence des Anglais qui n'ont pratiquement plus d'armée de terre en dehors des forces spéciales, ou des Allemands qui n'ont pas de marine, nous, on a non seulement notre dissuasion nucléaire qui est totalement crédible. Pour vous donner un niveau de la crédibilité, dans un seul essai-laineux, on a 16 missiles qui emportent chacun 10 têtes nucléaires Mirvé, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller sur des objectifs différents, et qui sont de 100 kilotonnes, c'est-à-dire qu'un seul sous-marin nucléaire est capable d'envoyer 1000 fois Hiroshima. Et donc, l'objectif qu'on donne à notre force de dissuasion est de l'ordre de faire 80 millions de morts, soit aux États-Unis, soit en Russie. Donc, on a une défense. Nous, on est protégés, à la différence des autres. On est complètement protégés par une dissuasion nucléaire parce que le risque que prendrait quelqu'un qui voudrait prendre la France, si vous voulez, le risque qu'il prenait et se prendrait, c'est bien supérieur à l'enjeu qu'on représente. Et c'est ça le principe de la dissuasion. Mais en plus, ce qui nous reste dans le budget, et qui n'est pas formidable, on doit en mettre un peu aux aviateurs, un peu aux marins et un peu à l'armée de terre. Donc, on n'a rien. L'armée de terre, c'est moins de 100 000 hommes, et en plus en sous-effectif, parce qu'on a du mal à garder nos personnels, et on ne serait pas capable d'engager, contrairement à tout ce qu'on dit, mais d'engager plus de 2 brigades, c'est-à-dire 10 000 hommes, en standard ukrainien, alors que je vous rappelle que l'Ukraine a engagé 20 brigades dans sa contre-offensive qui a merdé. Donc je ne vois pas ce qu'on apporterait. Je ne vois pas trop ce qu'on apporterait. Et si on avait des pertes, on serait incapable de les faire. Et d'autant plus qu'on n'a plus de munitions et plus d'artillerie, puisqu'on a donné la moitié de notre artillerie aux Ukrainiens. Et alors là encore, quand Macron se permet de dire « je vais envoyer nos instructeurs en Ukraine », on a déjà les Ukrainiens qui s'entraînent sur les camps Juers, sur les Césars au camp de camp Juers. Ils ont 4 Césars à leur disposition et on leur donne toutes les munitions qu'on a. On n'a plus de munitions dans nos régiments. On a les dotations initiales, c'est-à-dire 4 jours de feu, et encore, je ne sais pas à quel et à la courtine, on entraîne les autres. Donc je ne vois pas pourquoi on enverrait, sinon pour éviter que Macron perde la face, nos gens qui ont tous les moyens d'instruction, les simulateurs, etc., sur place, pour bien entraîner les Ukrainiens, pourquoi on les enverrait en Ukraine pour les entraîner, là où ils seraient en risque, où ils n'auraient pas les mêmes moyens qu'ils ont chez nous. Voilà. Mais simplement, comme il a dit un jour, en revenant de je ne sais pas où, au Monde, en off, bienvenue, qui est sorti, il faudra bientôt que j'envoie des mecs, merci pour les mecs, en Ukraine, et que là, il se fait taper sur le doigt par Biden, par Scholz, par le secrétaire général de l'OTAN. Et comme il doit envoyer quelque chose, puisqu'il a dit ouais, on va envoyer les instructeurs. Manque de veine, les instructeurs, ils instruisent déjà en France et mieux qu'ils instruiront en Ukraine. Donc, si vous voulez, tout le monde freine à l'intérieur des armées. Bon, et puis maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer dans le mois qui vient. Voilà. Donc, si vous voulez, premier point, donc la Russie continue à grignoter régulièrement. Et alors, je reviendrai sur l'évolution pour finir et puis pour me répondre à vos questions. Si vous voulez, le grand aveuglement européen est lié, c'est qu'on n'a pas vu que le monde avait changé. Quand on a fait des sanctions, et que pour la Russie, et on était persuadé que la Russie serait à genoux et puis demanderait la paix immédiatement. Simplement, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il y a 160 pays qui ne les ont pas votés. Et dans les 33 qui les ont votés, il y a la moitié qui les contournent. Les États-Unis, les premiers, puisqu'ils n'ont jamais autant acheté
d'uranium à la Russie que l'année dernière. Voilà, donc, et pourquoi les gens n'ont pas suivi? Alors, le Washington Post, qui est un grand journal, envoyait des reporters un peu partout. Alors, voilà ce qui lui a été dit. Donc, ça a été mis dans le Washington Post, j'ai mis les liens, vous pourrez voir. Il les a envoyés en Afrique du Sud. Alors, en Afrique du Sud, c'est un pays, pour les États-Unis, c'est le premier partenaire commercial, c'est le pays où les Américains sont les premiers investisseurs. Et quand ils sont arrivés, il y avait un croiseur russe qui faisait des manœuvres avec la marine, la marine sud-africaine et la marine indienne. Bon, donc déjà un peu chauffé, et les autres ont dit, mais attendez, quand il y avait l'apartheid, c'est vous qui nous avez mis l'apartheid. Et qu'est-ce qui nous a défendu pendant qu'il y avait l'apartheid? C'était les Russes. Et donc aujourd'hui, ils sont dans la difficulté, donc à notre tour de leur rendre. Voilà. Ensuite, ils les ont envoyés en Inde, où ils ont interrogé l'ancien ministre des Affaires étrangères. Et alors l'Inde, pour les États-Unis, c'est un partenaire énorme, puisqu'ils s'appuient sur l'Inde pour contrer la Chine. Et là, ils ont demandé à l'Inde, mais pourquoi vous n'avez pas voté les sanctions? Mais ils ont dit, attendez, vous n'arrêtez pas de dire que c'est un devoir moral, etc., de voter les sanctions, mais c'est vous qui, le premier, avez brisé le droit international. Quand vous avez bombardé Belgrade pendant 70 jours sans mandat de l'ONU, quand vous avez fait la guerre en Ukraine sous les faux prétextes que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive et des liens avec Al-Qaïda, et que vous avez menti, ce qu'une ONG américaine a fait 952 fois à la communauté internationale pour pouvoir faire cette guerre, les néocons. Mais maintenant, si vous voulez, vous avez ouvert la porte à la Russie au niveau du droit. Et en plus, maintenant, la Russie nous vend du pétrole pas cher, alors que les cours ont augmenté partout. Et pour nous, c'est très important parce que ça nous permet de maîtriser l'inflation que vous avez créée avec vos sanctions. Bon, ils sont allés voir les pays musulmans, le Caire. Alors on leur a dit, attendez, là, c'est même pas la truc. Vous êtes une civilisation décadente, LGBT, wokisme, tout ça. Pour nous, la Russie, c'est l'exemple même des valeurs traditionnelles auxquelles on croit. Donc dégagez. Voilà, donc ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'on est perçu par 160 États dans le monde, comme pour différentes raisons, comme n'ayant plus le droit, et que tout ce qui avait été bâti après 1945, notamment par les Américains, sont les premiers à les avoir piétinés. Voilà. Donc, maintenant, où va-t-on? Alors, moi, j'ai fait 3 scénarios, parce que, comme je ne suis pas dans la tête de Poutine, et je peux pas, et que je n'ai pas de contact particulier avec lui, si vous voulez, pour moi, le scénario le plus raisonnable et le plus probable, c'est le scénario coréen, que j'ai appelé. C'est-à-dire, en Corée, vous savez que la Corée du Nord et la Corée du Sud se sont bien fritées dans les années 50, et qu'à un moment, les Américains et les Chinois ont dit on arrête d'alimenter le conflit. Ils ont eu un accord de l'Amérique et des Chinois, et ils se sont arrêtés sur un parallèle, et depuis 76 ans, la Corée du Nord et la Corée du Sud n'ont même pas signé un armistice. Donc ils sont en guerre. Et il y a une zone démilitarisée de 10 km, et voilà. Donc pour moi, je vois assez bien qu'une fois que les 4 Oblats seront pris, je dis c'est raisonnable parce que j'en ai un autre, on a bien vu que les Russes installent une zone de défense de 10 km, donc ils vont prendre, je pense, un peu plus que les limites administratives des oblasts, notamment parce qu'il y a notamment dans le nord, il y a des réserves, les trucs administratifs ne sont pas appuyés sur une rivière. Bon. Donc, voilà, c'est le premier, et ça, à ce moment-là,
comme on n'a plus d'armes et que les Américains, ils ont d'autres soucis ailleurs, ben voilà, ça va s'arrêter, on va en donner un peu, on va faire un truc, bon. Et puis au bout d'un moment, tout le monde aura admis l'inadmissible. Deuxième scénario, c'est le front ukrainien craque un peu, et là, Poutine a quand même une extrême droite, mais contrairement à ce qu'on dit, Poutine est un modéré. Et ça, on peut le prouver par tout le passé. Et donc, il a à la Douma des gens qui ont dit depuis le début, il faut qu'on aille jusqu'à Odessa, tout ça, il nous emmerde, il faut envoyer l'arme nucléaire, etc. Donc, il peut être poussé par une partie de la Douma et puis de ses conseillers, notamment j'en ai un qui avait fait le préface à mon livre qui le pousse à faire la Nova Russia. Et donc à prendre l'oblast de Mykolaïev plus l'oblast d'Odessa. Pour moi, le problème, il y a un risque en jeu qui m'apparaît un peu démesuré. Alors pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a 400 km du front au sud, là, celui de Kherson, qui est protégé par le Dniepr, qui est assez infranchissable, on l'a vu, ou difficilement infranchissable, où il n'y a pas grand-chose de pont. Il y a les ponts sur les barrages qui ont été détruits, puis le pont d'autoroute terminé. Donc c'est assez difficile. Mais en revanche, entre Zaporijjie et la Transnistrie, il n'y a rien, c'est une plaine, et ça fait 400 km. Ça signifie qu'une fois qu'il aurait pris ces deux oblasts, qu'il serait à Odessa, il faudra qu'il se défende vers le nord sur 400 km, c'est-à-dire qu'il lui faut au moins 6 armées. 3 armées en permanence, 3 armées pour la relève. Donc le coût pour la Russie par rapport à l'avantage, pour moi, je ne le ferai pas. Bon, après, je ne suis pas dans la tête Poutine. Et donc, j'ai baptisé ce scénario, vous savez, un pont trop loin, comme ce qui s'est passé pour Arnhem, la bataille d'Arnhem. Le dernier scénario que j'ai fait, et qui est la suite du second, c'est la nucléarisation du conflit. Je pense que si Poutine était poussé, commettait pour moi cette erreur, ça remobiliserait beaucoup de monde, parce qu'on se dirait après la Transnistrie, c'est la Moldavie, après la Moldavie, c'est d'autres pays, peut-être les États baltes qui quand même pourraient être pris en une journée. Donc ça pourrait remobiliser beaucoup de monde. Et est-ce qu'il aurait les ressources de maintenir tout ça? Et où à un moment, puisqu'il aurait annexé ces deux oblasts, il serait mis en difficulté. Et là, on aboutirait à la nucléarisation du conflit. Voilà, donc c'est un scénario que tout le monde craint, que je ne voudrais pas voir arriver. Et donc je pense pour moi que le scénario le plus raisonnable, c'est qu'une fois qu'il aura récupéré tout le territoire des 4 oblasts qu'il a annexés, qu'il s'estime satisfait, qu'il se mette en défensive, et là, plus personne n'ira l'embêter, puisque ça sera la Fédération de Russie, et tout le monde craint qu'il nucléarise le conflit. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu. Bon, il y a beaucoup plus de choses dans mon livre, évidemment, mais voilà, maintenant je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Alors, quel est le courageux qui va commencer? Bon, je peux vous dire que moi, j'ai des réseaux Telegram avec des jeunes officiers chez un colonel. Je sais ce qu'ils pensent. Ils pensent comme moi. Hein, donc, voilà. Donc, vous avez un certain nombre de gens qui vont sur les plateaux, qui sont des incompétents ou des gens qui sont payés. Alors, j'ai un chapitre qui vous fera plaisir, qui s'appelle la désinformation, où je m'en paye quelques-uns là-dedans, et dont, de toute façon, ils sont ridicules de bêtises, si vous voulez. On a quand même, si vous voulez, vous allez, je citais chaque fois qu'on a dit que Poutine avait un cancer. Voilà. Et donc, tous les trucs, évidemment, c'est tombé un jour de Noël venant d'un ancien officier de renseignement ukrainien.
le jour du Nouvel An du patron du renseignement d'un pays du Nord, etc. Et la CIA, et ça on ne l'a pas dit, qui fait attention à son image depuis qu'elle a dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, a fait un communiqué disant « Poutine est en trop bonne santé ». Ce qui est quand même un bel humour anglo-saxon. Voilà. Donc, si vous voulez, non, les gens qui sont là, si vous voulez, sont des nuls, sont des gens qui n'ont aucun n'a entendu un coup de feu de sa vie. C'est pour ça que je vous ai montré ça, parce que, si vous voulez, quand vous avez... ils n'ont aucun... Même l'armée française, alors l'armée allemande n'a plus tiré un coup de feu depuis le truc, mais l'armée française, ce qu'on a... Pour vous dire, toutes les OPEX qui ont été faites depuis les années 60. Le taux de perte est d'un mort par mois, pas plus que pour les gendarmes ou les policiers, un mort par mois. Donc on n'a pas perdu 350 en Algérie, en Indochine 450, voire 1000 par des moments. Donc si vous voulez, et en Ukraine 10 000 par mois. Vous voyez, donc plus personne en dehors des Russes et des Ukrainiens n'ont aujourd'hui dans le monde l'expérience de la guerre. Donc ils disent n'importe quoi. Et en plus, ils ne l'ont jamais fait. Alors, et plus, ils sont payés. Alors, autre chose. Vous en avez qui ont été à l'OTAN. Alors, on les cite, ils ont été à l'OTAN. Je vais quand même vous parler un petit peu des officiers. L'officier, quand on est colonel, on est pauvre. Moi, j'avais 3 enfants. J'ai quitté l'armée comme jeune général parce que ma première épouse est morte d'un cancer assez brutal. Comme colonel, j'ai fait 16, puisqu'après j'en ai fait une, 17 mutations faisant changement de résidence en 31 ans. Donc on dit, vous savez, que 3 déménagements égale un incendie. Hein, vous voyez, donc je suis sorti de l'armée avec que dalle, rien dans les mains, rien dans les poches. Donc, vous voulez, on est pauvre. On est pauvre, c'est-à-dire on vit, mais on ne peut pas investir, par exemple. On ne peut pas investir, à moins de faire une carrière à Paris et de commencer par un petit appartement. Et moi, ce n'était pas ça. Moi, je voulais être dans les paras, donc on m'a fait bouger. Bon. Et ça, quand on arrive général, on fait un saut, quand même. On fait un saut. Et quand on va à l'OTAN, un général français double sa solde et ne paye pas d'impôts. Pourquoi? Parce qu'on le met au niveau des généraux américains. Et quand un général roumain va, il multiplie par 4 sa solde, ou 5. Moi, il y avait un colonel qui m'avait dit il faut un minimum pour pratiquer la vertu. Mais quand vous en avez un maximum, vous ne pratiquez plus la vertu. C'est ça. Et donc, si vous voulez, tous ces gens-là, ils sont... Alors, ne parlons pas de Servan, qui est un colonel fantoche, mais si vous voulez, Yakovlev, qui a une haine russe viscérale. Bon, mais d'autres, si vous voulez, ce sont des gens, ils n'ont jamais connu la guerre, ils ont eu la tête travaillée parce que, par l'OTAN, ils sont contents, là, ils sont américains. Alors, je vais vous dire quand même, moi j'ai beaucoup travaillé dans les parachutistes avec les forces spéciales américaines. Comme j'avais les gens les mieux, quand on voulait faire un échange, on m'envoyait les bérets verts. Alors les bérets verts débarquaient à Pau avec un avion. Ils avaient à l'intérieur de l'avion 3 compartiments, l'équipement pour le désert, l'équipement tempéré, l'équipement grand froid, un armement. Nous, on était toujours avec nos 49-56 et nos MAT 49. Tous mes sous-officiers voulaient déserter pour aller chez les bérets verts. Et puis, on partait à la montagne. Donc, on allait à Barège. Et moi, le premier jour, je faisais toujours ça pour tester les gens, si vous voulez. Je faisais le Néouviel en 2 jours. Alors, Barège est à 800 le site était à 800 mètres, l'autre était à 2300, et on partait, alors ça démarrait par un truc comme ça, et puis on campait à l'usine hydroélectrique. On n'avait pas fait 500 mètres dénivelé que je n'avais plus un béret vert derrière ma compagnie qui n'était composée que d'appelés. Et pour aller à l'usine
hydroélectriques, on a dû prendre leur sac. Et quand le lendemain, on a fait le Néouviel, il n'y en a pas un qui est venu. Et moi, je l'ai fait avec toute ma compagnie, sauf ceux que j'avais gardés pour garder les trucs qui étaient les plus fatigués. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, c'est ça. Il faut. La guerre, c'est quelque chose de dur, et il faut des gens super entraînés. Et l'Occident, on a tiré les bénéfices de la fin de la guerre froide, mais on n'est pas opérationnel. Alors, qu'est-ce qui est opérationnel aux États-Unis? C'est les aviateurs. Chez nous aussi, parce que là, on les a quand même, on les a pas oubliés, mais ils n'ont pas d'avion. Moi, j'ai mon voisin à Biarritz qui vient de prendre sa retraite, qui est pilote de Mirage. Mais il me dit, on ne fait pas assez d'heures d'entraînement, on n'a pas assez d'avions pour couvrir la défense, et on va filer nos Mirage 2005, qui sont des avions de défense aérienne, parce que même qu'ils n'ont qu'un seul moteur, il est très puissant et il monte plus vite que le Rafale, qui est omnirole. Là, les Mirage 2005 sont spécialisés pour la défense aérienne, c'est-à-dire ils partent de terre qu'un truc pour aller intercepter. Alors que le Mirage, il sait tout faire. Le Mirage, il peut faire de l'appui au sol, il peut faire de la défense aérienne. Le Rafale, pardon. Le Rafale peut tout faire. Voilà, donc c'est la réalité des choses.